17 juin 1972, en pleine campagne électorale américaine, 5 cambrioleurs sont pris en flagrant délit dans l'immeuble du Watergate. Ils étaient en train de poser des micros dans les bureaux du Parti démocrate. On découvre très vite qu'à leur tête, James McCord est un employé du comité pour la réélection du président Nixon. L'enquête révèle que 2 hommes ont organisé toute l'opération, Gordon Liddy et Howard Hunt. Tous 2 possèdent un bureau à la Maison-Blanche. Mais les poursuites s'arrêtent à ces 7 hommes, surnommés les plombiers. 2 journalistes du Washington Post, Bob Woodward et Carl Bernstein, affirment pourtant que les vrais responsables se trouvent peut-être dans le bureau ovale. Mais John Mitchell, l'homme de confiance de Nixon, nie toute implication. Ni le président, ni personne de la Maison-Blanche, ni personne de l'administration, ni aucun employé du comité pour la réélection du président n'est impliqué. Tout cela n'entame pas la popularité de Richard Nixon en course pour un second mandat. Le 7 novembre 1972, il est réélu triomphalement avec 68% des voix, un des scores les plus élevés des présidentielles américaines. Pourtant, à peine élu, Nixon rencontre de nouvelles difficultés. Sur fond d'opposition à la guerre du Vietnam, l'affaire du Watergate ressurgit et révèle d'autres pratiques douteuses du gouvernement Nixon. Effraction, pourrissement de la campagne démocrate et coups bas contre les pacifistes. Nixon est même soupçonné d'avoir détourné des fonds publics. Les gens doivent savoir si leur président est un escroc. Eh bien, je ne suis pas un escroc. Malgré les dénégations du président, le Watergate atteint progressivement ses plus proches collaborateurs. John Mitchell, ancien ministre de la Justice, est le premier à quitter ses fonctions. Mais le 30 avril 1973, ce sont à la fois John Dean, conseiller de la Maison-Blanche, Bob Haldeman, chef de cabinet de la présidence, et John Ehrlichman qui démissionne. Une seule question demeure, le président savait-il ? C'est par les médias que j'ai entendu parler pour la première fois du cambriolage du Watergate. J'ai été scandalisé par cet acte illégal et insensé. Nixon est de plus en plus soupçonné de freiner à la fois l'action des tribunaux et celle du procureur spécial en charge de l'affaire. Pour lever ces doutes, les parlementaires décident de créer leur propre commission d'enquête. Composée de 7 sénateurs, 4 démocrates et 3 républicains, elle dispose de pouvoirs spéciaux et peut convoquer toutes les personnes en relation avec l'affaire. Sam Ervin, le président de cette commission, est démocrate. Il est connu pour son attachement farouche à la défense des libertés individuelles. Howard Baker, le vice-président, est républicain. On pense qu'il défendra Nixon. Mais l'homme clé de cette commission n'est pas un sénateur. Samuel Dash est celui qui mène les interrogatoires préalables. Le 17 mai 1973, les auditions s'ouvrent pour un marathon de 6 mois et sont retransmises en direct sur les chaînes nationales 7 heures par jour. Dans la grande salle du Conseil, face aux sénateurs, de longues tables sont installées pour accueillir les journalistes. Au fond de la salle, le public se presse toujours plus nombreux. Tous les regards convergent vers la table des témoins, où vont se succéder jour après jour les hommes de Nixon. L'affaire du Watergate a tellement marqué la présidence américaine que le mot même est devenu synonyme de scandale. Il a été décliné pour désigner les différentes affaires d'État qui ont suivi, l'Iron Gate ou le Monica Gate, pour ne citer que les plus célèbres. Pourtant, ce mot Watergate n'a qu'un lien incident avec l'affaire. Il s'agit simplement du bâtiment où s'est déroulé le cambriolage le plus célèbre de l'histoire des États-Unis. Watergate signifie littéralement la porte de l'eau. C'est le nom d'une résidence de standing implantée au bord du Potomac, le fleuve qui traverse Washington. Encore aujourd'hui, elle est habitée par nombre d'hommes politiques et de personnalités de la ville. Ironie de l'histoire, en 1993, dans la liste des locataires, on trouvait d'ailleurs le nom d'une certaine Monica Lewinsky, qui sera plus tard impliquée dans un autre scandale de la présidence. En ce mois de juin 1972, le Watergate héberge les bureaux du quartier général de campagne du Parti démocrate. Une campagne présidentielle qui bat son plein. Richard Nixon est le président républicain sortant. Il brigue un nouveau mandat et les démocrates ne savent pas encore qui ils vont lui opposer. La convention démocrate, où l'on va choisir le futur candidat, va se tenir dans quelques jours. C'est l'effervescence dans tout le pays et particulièrement à Washington, au QG de campagne. Mais cette nuit-là, le 17 juin à 1h du matin, les bureaux sont déserts. La chaleur est étouffante et Frank Wills, l'homme qui a déclenché le plus grand scandale politique américain de tous les temps, s'ennuie. Frank Wills, c'est le veilleur de nuit du Watergate.
Il a 24 ans, il fait partie de la population noire de Washington, largement majoritaire dans la ville. À 1h45, lors de sa deuxième ronde, il remarque que l'équipe d'entretien a scotché les portes du parking, permettant à n'importe qui d'entrer dans l'immeuble. Frank Wills ne s'alarme pas, il arrache le scotch et va boire un café au bar d'en face. Sur le chemin du retour, Frank jette à nouveau un coup d'œil au parking. De nouvelles bandes de scotch ont été posées, les portes sont à nouveau ouvertes. Cette fois, c'est plus grave. Quelqu'un essaye vraisemblablement de s'introduire dans le bâtiment. Frank Wills suit la procédure prévue dans ces cas-là. Il appelle la police. Une équipe est envoyée sur les lieux. Dans les bureaux du Parti démocrate, elle surprend 5 hommes entrés par effraction en train de poser des micros. Quelques heures plus tard, l'un d'entre eux est identifié. Il s'agit du responsable de la sécurité du comité pour la réélection du président Nixon. Il s'appelle James McCord. Le scandale du Watergate a commencé. Pourquoi poser des micros? Qui a donné l'ordre? Le président était-il au courant? C'est pour répondre à ces questions que la commission d'enquête du Congrès a été constituée pour entendre tous les acteurs, tous les témoins. Plus encore que la procédure judiciaire, plus que l'enquête des journalistes du Washington Post, les auditions que vous allez découvrir auront un impact immense parce qu'elles sont retransmises en direct à la télévision. Il faut imaginer l'Amérique stupéfaite assistant chaque jour au grand déballage, les coups tordus au sommet du pouvoir, les écoutes téléphoniques, l'utilisation ou la surveillance des services de police ou de la CIA, bref, les dérives d'une Maison-Blanche alors toute puissante. Et ces auditions restent aussi 30 ans plus tard, alors qu'on reparle de présidence impériale, un outil incomparable pour comprendre la démocratie américaine, une radiographie des processus de décision, des pouvoirs et des contre-pouvoirs. Mais revenons pour terminer cette introduction à Frank Wills, le veilleur de nuit. Il n'a pas tiré grand profit de son initiative, bien au contraire. Au début de l'affaire, il est interviewé sans cesse et il finit par être renvoyé pour retard et absence répétée. Sa seule consolation aura été de jouer son propre rôle dans le film Les Hommes du Président avec Robert Redford et Dustin Hoffman. Ainsi, celui sans qui rien de tout cela ne serait arrivé est mort dans la pauvreté et l'anonymat. Frank Wills n'a même pas témoigné devant la commission Ervin. En revanche, James McCord a longuement détaillé ce cambriolage. C'est ce témoignage que nous vous proposons pour commencer la série. Témoignage étonnant où James McCord démonte par exemple un téléphone pour montrer comment on pose des micros. Auparavant, vous allez entendre des extraits de la conférence de presse de Richard Nixon qui a précédé de quelques jours le début des auditions. Bonsoir. Avant l'ouverture de la commission Ervin, le Watergate est déjà un scandale national. Le président s'adresse aux Américains une dernière fois avant l'ouverture des auditions. Ce soir, je veux vous parler du fond du cœur, d'un sujet qui touche tous les citoyens américains. Dernièrement, plusieurs membres de mon administration et du comité pour la réélection du président, dont certains de mes plus proches amis et plus fidèles collaborateurs, sont soupçonnés d'être impliqués dans l'affaire connue sous le nom de Watergate. Ils sont soupçonnés d'avoir enfreint la loi avant et pendant les élections présidentielles de 1972 et également d'avoir essayé de couvrir leurs délits. Inévitablement, ces charges soulèvent de sérieux doutes quant à l'intégrité même de la Maison-Blanche. Et ce soir, je souhaite affronter ces doutes. Quel qu'ait été le cas par le passé, quelles qu'aient été les irrégularités mises au jour dans le cadre de cette sordide affaire, je veux que le peuple américain, je veux que chacun d'entre vous sache sans l'ombre d'un doute que durant mon mandat de président, la justice sera appliquée de façon équitable, totale et impartiale à toute personne impliquée, quelle qu'elle soit. Ce mandat est une mission sacrée et je suis déterminé à me montrer digne de votre confiance. À l'heure actuelle, une commission d'enquête du Sénat américain s'apprête à démarrer les audiences publiques de la fameuse affaire du Watergate. Il y a un an, le Watergate n'était qu'une adresse de notre capitale, une adresse plutôt chic et chère. Mais aujourd'hui, ce mot symbolise beaucoup plus. Le terme de crise est peut-être trop modéré pour s'appliquer à ce qu'est le Watergate.
La Maison-Blanche, l'ensemble du gouvernement et le président Nixon lui-même ont été ébranlés par des révélations et des accusations continuelles dont la plupart, ne l'oublions pas, n'ont pas encore été prouvées. Le premier jour des auditions, les sénateurs sont invités par le président Ervin à faire une déclaration d'ouverture. Nous débutons ces audiences aujourd'hui dans une atmosphère d'intense gravité. Les questions soulevées par les fractions du 17 juin 1972 frappent les fondements même de notre démocratie. Si les allégations soutenues jusqu'à aujourd'hui sont prouvées, les cambrioleurs qui se sont introduits au QG de campagne du Parti démocrate se sont introduits dans le foyer de chaque citoyen des États-Unis. Si ces allégations sont vraies, ce ne sont pas les bijoux, l'argent et d'autres biens des citoyens américains qui étaient visés, mais quelque chose qui a bien plus de valeur, leur héritage le plus précieux, le droit de voter à des élections libres. Dans un premier temps, la commission enquêtera sur la préparation et l'exécution d'écoutes téléphoniques et d'effractions du QG de campagne du Parti démocrate, ainsi que sur les tentatives pour dissimuler ce délit. Ensuite, elle examinera les accusations d'espionnage, de sabotage de la campagne et de violations étendues massives des lois de financement des campagnes électorales. Lors du débat qui a eu lieu au Sénat au mois de février de cette année à propos de la création de cette commission, plusieurs sénateurs républicains et moi-même avons exprimé notre inquiétude de voir cette enquête se transformer en une tentative politicienne d'un parti d'exploiter la vulnérabilité passagère d'un autre parti. Par le passé, d'autres enquêtes du Congrès ont été menées par des commissions composées d'un nombre égal de membres de chacun des partis. J'ai proposé un amendement qui aurait donné au Parti républicain une représentation équivalente au sein de cette commission. L'amendement n'a pas été adopté, mais tous les doutes que j'ai pu avoir sur l'équité et l'impartialité de cette enquête ont été balayés au cours des dernières semaines. Depuis la création de cette commission, toutes les actions entreprises par ses membres et son personnel ont été décidées à l'unanimité, que ce soit pour les objectifs ou pour les procédures. Selon moi, cette commission doit établir les faits, tous les faits et rien que les faits. Nous devons faire preuve d'une objectivité totale et non partisane, sans nous préoccuper des conséquences de notre travail. Et je suis confiant, c'est ce que nous ferons. Aujourd'hui, cette commission entame des audiences historiques, peut-être les audiences les plus importantes jamais conduites par une commission du Congrès. Et ceci devrait peser sur le travail des sénateurs et de leurs conseillers. Les citoyens de cette nation ont les yeux braqués sur nous, le reste du monde également. Comme la plupart des Américains, j'ai été véritablement choqué par les révélations de ce scandale sans précédent dans l'histoire de notre pays. Plus jamais nos élections ne doivent être entachées par les crimes d'espions. Des espions ou des saboteurs, des manipulateurs et des hommes d'argent, des cambrioleurs et des mouchards. La question essentielle que doit affronter cette commission et le pays entier est la suivante. Quel degré de vérité voulons-nous ? Une poignée d'hommes ont parié que les Américains préféreraient le calme de l'efficacité à la turbulence de la vérité. Et ils ont presque gagné leur pari avant d'être stoppés par un autre petit groupe qui croyait en une autre Amérique. Ainsi, le sens de tout ça, ce n'est pas que des hommes se soient introduits dans l'immeuble du Watergate et les truffer de micros, mais dans le fait que des hommes ont failli voler l'Amérique. Je sais que le droit de chaque témoin sera respecté. Mais je sais aussi que nous chercherons à découvrir l'entière vérité à travers les témoignages de tous ceux qui ont ostensiblement menacé nos principes constitutionnels. Et en particulier notre conception de la liberté et notre système électoral.
Le but de cette commission et du Sénat est de permettre un témoignage public et complet afin que notre nation puisse guérir des plaies qui lui ont été infligées. Ce but, nous le poursuivons aujourd'hui dans le cadre du mandat qui nous a été imparti et en accord avec les lois en vigueur. La nation et l'histoire ont les yeux braqués sur nous. Nous n'avons pas le droit d'échouer dans notre mission. Monsieur Dash va appeler le premier témoin à la barre. Monsieur James McCord. Monsieur McCord, veuillez lever la main droite. Au cours de votre témoignage devant la commission d'enquête sénatoriale sur la campagne présidentielle, jurez-vous devant Dieu de dire la vérité, toute la vérité et rien que la vérité? Je le jure. James McCord fait partie des 5 hommes qui se sont introduits dans l'immeuble du Watergate. Il est le premier maillon de l'affaire. À l'époque, il était employé par le comité pour la réélection du président. Il est le seul à dire que l'opération a été commanditée depuis la Maison-Blanche. Le jour où il comparaît, il est déjà condamné à 30 ans de prison et bien décidé à faire une confession complète. Pouvez-vous décliner vos noms et adresses pour les besoins du dossier? James McCord, M-C-C-O-R-D, Jr. Mon adresse est le 7 Winder, W-I-N-D-E-R, Winder Court, 20 850, Maryland. Êtes-vous accompagné d'un avocat? En général, c'est le conseiller Dash qui lance l'interrogatoire. Il va demander à McCord comment il a été engagé par Gordon Liddy, qui est le principal instigateur du cambriolage. Le témoignage de McCord est d'autant plus important que Gordon Liddy a refusé de comparaître devant la commission. Est-ce que l'avocat veut bien s'identifier? Oui, mon nom est Bernard Furstenwald, mon adresse professionnelle est le 910 de la 16e rue Nord-Ouest, Washington, D.C. Monsieur McCord, avant de témoigner, souhaitez-vous faire une déclaration préliminaire à la commission? Oui. Je voudrais déclarer, comme je l'ai fait lors de la séance à huis clos de cette commission, que j'essaierai d'être aussi précis que possible pour les dates auxquelles je ferai référence. Il y a entre 75 et 100 dates différentes. Je ferai de mon mieux, mais il se peut que je fasse des erreurs. Comme je l'ai déjà déclaré, certains éléments remontent à 12 ou 14 mois. J'ai rassemblé les faits, présentant un intérêt pour cette commission par écrit, essayant de rassembler mes souvenirs du mieux que je pouvais. Je ferai peut-être référence à ces mémorandums pendant cette session, ainsi qu'à d'autres notes qui reprennent certaines dates. J'espère que vous serez indulgents et comprendrez ma démarche. Pour finir, je déclare que ma participation à l'opération de Watergate, quelles qu'aient été mes raisons à l'époque et quelle qu'ait été ma logique, était une erreur très grave que je regrette. Je suis prêt à répondre aux questions. Monsieur McCord, est-il vrai que vous êtes présentement reconnu coupable par un tribunal fédéral de plusieurs chefs d'accusation, dont cambriolage, espionnage électronique et complot, pour être entré par effraction dans le siège du QG de campagne du Parti démocrate du Watergate? C'est exact. Et que vous êtes dans l'attente d'une sentence liée à cette condamnation? C'est exact. Quelle est votre expérience professionnelle, Monsieur McCord? Je suis né en 1924 à Waurika, Oklahoma. J'ai commencé par travailler dans le renseignement pour le FBI en 1942 et 1943 à Washington et à New York. Ensuite, de 1943 à 1945, j'étais officier dans l'armée de l'air. De 1948 à 1951, j'ai travaillé comme agent secret pour le FBI à San Diego et San Francisco en Californie. De 1951 à 1970, j'ai travaillé à la CIA comme officier de sécurité. Après 25 ans de service pour le gouvernement, j'ai pris ma retraite en 1970. Souhaitez-vous que je vous détaille ma formation? Avez-vous été officiellement récompensé ou félicité pour vos services rendus à la CIA et au FBI?
Lorsque j'ai pris ma retraite en août 1970, j'ai reçu la distinction pour service exceptionnel pour avoir accompli mon devoir de façon remarquable à la CIA. J'ai également reçu d'autres décorations. Avant votre arrestation, votre inculpation et votre condamnation en rapport avec l'affaire du Watergate, avez-vous jamais été arrêté ou condamné pour un crime? Avez-vous fait l'objet d'une plainte ou de sanctions disciplinaires? J'ai commis des infractions au code de la route dans la zone de Washington. C'est tout? Avez-vous travaillé pour le comité pour la réélection du président? Oui. Quel était votre poste? Quelles étaient vos fonctions? J'ai d'abord été consultant à mi-temps sur les questions de sécurité en septembre 71. Avez-vous travaillé à un moment ou à un autre sous la direction de Gordon Liddy? Oui. Quel était le poste de M. Liddy à ce moment-là? Au début de décembre 71 à mars 72, il était conseiller juridique du comité pour la réélection du président. Ensuite, il a occupé le même poste dans le comité de financement. Monsieur McCord, à quel moment avez-vous commencé à travailler sous la direction de M. Liddy? Nous avons commencé à travailler ensemble vers janvier 1972, début janvier. Monsieur McCord, pourriez-vous indiquer brièvement ce que M. Liddy voulait que vous fassiez? Je peux vous expliquer comment c'est venu, si c'est cela que vous voulez. Dès son arrivée au comité en décembre 1971, il a commencé à... Enfin, nous avons fait connaissance, nous venions du même milieu, et il s'est mis à me poser des questions, notamment à propos de l'utilisation de certains appareils. Des appareils d'écoute. À l'époque, cela semblait partir d'un intérêt professionnel compréhensible pour quelqu'un dont le travail était de faire appliquer la loi. Au fur et à mesure, pendant les mois de décembre, janvier, février 1972, M. Liddy s'est mis à me convaincre de plus en plus souvent dans les locaux du comité pour la réélection du président pour discuter des moyens techniques ou de considérations politiques sur le congrès à venir. Il devenait évident qu'il s'intéressait à plusieurs techniques pour espionner le Parti démocrate et le Congrès des démocrates, qu'ils étaient plusieurs à planifier cela, lui et d'autres, à qui il faisait référence sous les noms de John Mitchell, John Dean, le conseiller juridique du président, et Jem Magruder, qui en janvier était le directeur intérimaire du comité pour la réélection du président. À la fin janvier, il devenait évident que ces 4 personnes étaient entrées dans la phase de planification et que toutes les questions d'espionnage politique se discutaient dans le bureau du ministre de la Justice, M. Mitchell, phase pendant laquelle M. Liddy cherchait à obtenir des informations concernant le prix et le type de matériel électronique pouvant servir aux écoutes. Il travaillait sur une proposition de budget. Une partie concernait des écoutes, une autre concernait des photographies, et une troisième partie traitait de l'espionnage politique en général. Monsieur McCord, dans le cadre de vos fonctions, avez-vous été amené à collaborer avec messieurs Howard Hunt, Bernard Barker, Eugenio Martinez, Frank Sturgis et Virginio González? Oui, monsieur. Cette collaboration, ainsi que votre arrangement avec monsieur Liddy,
vous ont-ils amené, vous, messieurs Barker, Sturgis, Martinez et Gonzalez, à pénétrer par effraction le siège du QG de campagne du Parti démocrate à 2 reprises, vers le 30 mai 1972 et à l'aube du 17 juin 1972? Oui. La première fois, le 30 mai 1972, avez-vous installé du matériel d'écoute téléphonique ou d'espionnage sur 2 téléphones professionnels, le téléphone de Spencer Oliver et le téléphone de Lawrence O'Brien? Oui. Sans parler pour le moment de la raison de l'effraction du 17 juin, ni des circonstances qui vous y ont conduit, vous avez bien été arrêté par un policier en civil de la police métropolitaine du district de Columbia peu de temps après votre effraction, n'est-ce pas? C'est exact. C'est cette arrestation qui a conduit à votre condamnation. C'est exact. Monsieur McCord, pouvez-vous nous dire pourquoi, après une carrière d'officier, une carrière exemplaire selon votre propre témoignage, vous avez accepté de vous engager avec Monsieur Liddy dans un projet de cambriolage et d'espionnage illégal et, plus particulièrement, à pénétrer par effraction le siège du QG de campagne du Parti démocrate au Watergate? Plusieurs raisons sont entrées en ligne de compte dans ma décision. L'une d'entre elles, la plus importante à mes yeux, était que le ministre de la Justice lui-même, M. John Mitchell, avait étudié l'opération et, selon M. Liddy, l'avait approuvé dans son bureau. Ensuite, le conseiller juridique du président, M. John Dean, avait pris part aux décisions. Le premier était le plus haut fonctionnaire du ministère de la Justice et le second était le plus haut juriste de la Maison-Blanche. C'était donc une affaire qui avait déjà reçu... Arrêtez-vous là un instant si vous le voulez bien, Monsieur McCord. Je sais que vous avez dit que c'était d'après Monsieur Liddy que vous connaissiez l'approbation du plan, mais aviez-vous directement connaissance de la participation de Monsieur Dean? J'ai eu connaissance de la participation de M. Dean par 2 sources. M. Liddy et M. Hunt, E. Howard Hunt, au cours de discussions que j'ai eues avec eux. Si je peux me permettre, sans vouloir entraver le cours du témoignage, ni suivre trop strictement les règles légales de la preuve, comme la règle du oui-dire, qui s'appliquerait dans un tribunal, il serait utile pour moi et pour la Commission que chaque fois que vous nous donnez une information dont vous n'avez pas eu directement connaissance vous-même, vous l'identifiez comme telle et vous nous en donniez la source. Oui, monsieur. Il me semblait que je répondais à une question sur les raisons qui m'ont décidé et m'ont motivé, moi, à participer au cambriolage, rien d'autre. Nous allons respecter autant que possible les règles de preuve utilisées dans tous les tribunaux. Donc, ce que vous avez voulu dire, c'est que M. Liddy vous a assuré que John Mitchell, John Dean et Jeb Magruder avaient approuvé ces propositions. Et que ce n'est pas seulement M. Liddy qui vous avait assuré de cette approbation, mais M. Hunt également. Vous vous fondiez sur ce que vous avez dit M. Liddy et M. Hunt. C'est exact. Je dirais que selon les règles de la preuve, ceci ne saurait établir à ce stade des audiences une implication de John Mitchell, John Dean ou Jeb Magruder dans l'affaire, mais que le témoignage de M. McCord est recevable quant aux raisons qui l'ont poussé à participer à l'affaire. Oui, je ne suis pas un juriste, je suis un profane. Je vais essayer de vous livrer les informations dont j'ai eu directement ou indirectement connaissance, et vous pourrez m'interrompre dès que vous le jugerez utile.
Dash entre dans le détail des écoutes téléphoniques. McCord va expliquer son installation technique. Monsieur McCord, j'ai posé sur votre table un téléphone qui n'est connecté à rien. Étant donné que vous avez fait référence dans votre témoignage à la pose d'un micro dans le siège du Comité national du Parti démocrate, je souhaiterais que vous fassiez une démonstration de la façon dont vous avez posé ce micro dans le téléphone. J'aimerais aussi qu'on pose le récepteur sur la table, s'il vous plaît. Mon avocat demande la garantie que je ne serai pas poursuivi pour cette installation. Comme je l'ai dit, ce téléphone n'est pas connecté et aucune conversation ne sera écoutée. Maintenant, je vais vous montrer un objet enregistré comme pièce à conviction. Pièce à conviction numéro 16B. Qui a été trouvé en votre possession ou près de vous quand vous avez été arrêté. Je pense que c'est un microphone émetteur miniature. Je vous demanderai de l'identifier. Oui, il me semble que c'est bien ça. Pouvez-vous identifier précisément ce que c'est? C'est un émetteur. Un émetteur radio alimenté par le système téléphonique, la ligne téléphonique elle-même. Cet émetteur était connecté ou devait se connecter au téléphone pour transmettre les conversations téléphoniques. Connecté à un téléphone, cet émetteur est-il capable de capter la conversation des deux interlocuteurs? Oui. Et d'émettre vers un autre lieu? Oui. Pouvez-vous nous faire la démonstration, sans le fixer, de la façon dont vous le placez dans le téléphone devant vous? Vous ouvrez le téléphone. Pouvez-vous soulever le socle pour que nous puissions voir ce que vous faites? Vous ouvrez le téléphone et connectez en série deux des câbles de l'appareil à l'intérieur du téléphone lui-même. L'antenne, qui se trouve ici, est cachée sous le mécanisme du téléphone. L'appareil lui-même se dissimule de la même façon sous une partie quelconque du mécanisme. Il y a 4 ou 5 endroits où il peut se placer. Voilà l'essentiel de la technique d'installation. Bien. Pour que cet émetteur soit intégré à une unité d'écoute, fallait-il des câbles allant de ce téléphone au récepteur pour que M. Baldwin puisse écouter ce qui se disait? Non. En réalité, il s'agit d'un petit émetteur radio, comparable à petite échelle à une station radio qui émet vers un poste classique. Je voudrais que vous regardiez le grand récepteur placé devant vous, une autre pièce à conviction. Est-ce le récepteur qu'utilisait M. Baldwin à l'hôtel Howard Johnson? Oui. Vous l'identifiez comme tel? Oui. Pourriez-vous nous donner la valeur d'un tel récepteur et sa capacité? C'est un récepteur très sophistiqué, très complexe, doté d'une très grande sensibilité. Il peut capter de très faibles transmissions. Normalement, son prix tourne autour des $6 500, mais celui-ci a déjà été utilisé. Il est capable de couvrir un large spectre de mégacycles ou kilocycles, de la transmission la plus faible à la plus élevée.
Quelle était la portée du petit émetteur que vous aviez installé? Jusqu'à quelle distance pouvait-il transmettre? Il est très difficile de répondre précisément, car ça dépend de beaucoup de variables. Mais pour la distance du Watergate, du QG de campagne du Parti démocrate jusqu'à la chambre du motel Howard Johnson, l'émission de ce type d'appareil est très bien reçue par ce récepteur. Elle est très audible. À première vue, cette portée est une distance normale pour une transmission radio. Vous nous avez dit que ce récepteur est très sensible. Pourquoi était-il nécessaire d'utiliser un récepteur très sensible? Parce qu'il s'agissait de... L'objectif technique était d'avoir une émission la plus faible possible, de façon à ce que d'autres personnes ne puissent pas capter le signal. La zone de Washington est une zone où les émissions sont très denses. Et dans les circonstances normales, il aurait été facile pour quelqu'un d'autre d'intercepter les conversations, sauf dans le cas d'une émission extrêmement faible. Était-ce pour éviter toute détection? Oui. Et le micro qui était utilisé, l'émetteur, était-il de faible intensité? Très faible. Et pourtant, vous pouviez, grâce à ce récepteur, obtenir un son très clair quand M. Baldwin l'utilisait. Oui. Ça nous a pris 2 jours pour le localiser. L'émission était si faible, le signal si bas, que ça nous a demandé beaucoup de travail. Quand vous posez un émetteur dans un téléphone, comme vous nous l'avez montré, vous pouvez le cacher de façon à ce qu'il ne soit pas visible, même lorsque le téléphone est ouvert. Puisqu'il n'y a pas de câble pour l'alimenter, combien de temps l'émetteur peut-il durer sur le téléphone et transmettre un signal? Quelle est son espérance de vie? Encore une fois, de nombreuses variables jouent. Et dans des circonstances normales, il peut émettre pendant plusieurs mois, 1 an ou plus. Peut-être 1 an? Donc, tout cela aurait pu durer bien au-delà du 17 juin, n'est-ce pas? C'est exact. Quand M. Spencer Oliver, dont le téléphone était mis sur écoute, M. O'Brien ou qui que ce soit, décrochait le combiné alors qu'un émetteur tel que celui-ci était installé dans le téléphone, pouvait-il entendre une interruption de la ligne ou avoir une indication quelconque que le téléphone était sur écoute? Il n'avait aucune indication. Je n'ai pas d'autres questions à poser aux témoins, Monsieur le Président. Monsieur McCord, vous êtes là depuis un long moment et j'apprécie votre collaboration. Mais il y a quelques questions précises que j'aimerais vous poser. Thompson est l'alter ego de Dash, mais il travaille pour les sénateurs républicains. Il va insinuer que les cambrioleurs ont tout fait pour se faire arrêter. Monsieur McCord, j'imagine que vous avez entendu l'officier Schoeffler nous expliquer dans son témoignage que quand les portes sont fermées à clé dans l'immeuble, il est possible de sortir des bureaux sans clé, et cela sans avoir à scotcher les serrures. Pouvez-vous dans un premier temps expliquer quel besoin il y avait de bloquer les portes avec du scotch? Et ensuite, comment se fait-il que personne n'ait pensé à enlever l'adhésif au 2e sous-sol, permettant ainsi aux agents de le trouver? Pour comprendre, il vous faudrait visualiser les différentes portes en question. Il y a plusieurs cages d'escalier qui descendent des différents étages. Et même plusieurs cages d'escalier en colimaçon qui partent du même étage. 6. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait descendre par un escalier qui part d'un côté du bâtiment, qui vous fait descendre un étage, et puis vous traversez le bâtiment pour prendre un autre escalier, pour de nouveau descendre d'un étage, et ainsi de suite. Certaines de ces portes sont fermées à clé dans les 2 sens, d'après mes souvenirs.
Ce qui fait que certaines ne le sont pas. Laissez-moi corriger un peu tout ça. Certaines cages d'escalier sont fermées de l'intérieur. Elles sont fermées de telle façon que vous ne pouvez pas les emprunter tard dans la nuit quand vous venez des couloirs. Mais il est toujours possible de monter d'1 ou 2 étages, disons jusqu'au 8e étage. Je crois qu'il y avait une porte ouverte à cet endroit. Puis il aurait fallu redescendre pour pouvoir ouvrir la porte du 6e étage depuis l'intérieur, en imaginant que vous vouliez retourner au 6e étage et pénétrer dans le couloir. Ainsi, cette porte, par exemple, devait être bloquée avec du scotch si vous aviez dans l'idée de filer en vitesse. Qu'en est-il de la réponse à la deuxième partie de ma question? Vous avez de l'expérience, CIA, FBI. Manifestement, les autres aussi ont de l'expérience dans leur domaine. Et pourtant, le scotch du deuxième sous-sol est resté sur la porte, facilement repérable pour toute personne passant par là pour une ronde, comme l'a fait le gardien. Vous n'avez pas enlevé le scotch. Pourquoi? Et deuxièmement, pourquoi avoir pris le risque de retourner dans les bureaux sans moyen de fuite? Manifestement, une fois surpris, après que vous avez vu que quelqu'un avait enlevé le scotch et que tout laissait croire qu'on savait qu'une personne essayait de pénétrer ou avait déjà pénétré le bâtiment, pourquoi avoir pris cette décision? Pourquoi avoir décidé d'y retourner alors que vous saviez que quelqu'un avait découvert que vous aviez trafiqué cette porte? Je peux vous dire que c'est une bonne question, parce que nous en avons beaucoup discuté après coup. Tout ça. En prison. Nous sommes arrivés par le 3e sous-sol, pas par la porte qui avait été bloquée, pensant qu'elle l'était toujours, et que nous pourrions entrer sans perdre de temps. Nous étions 5 hommes, prêts à pénétrer ensemble le QG de campagne du Parti démocrate. Et là, nous nous apercevons que le scotch avait été enlevé et que la porte était fermée à clé. Alors nous nous sommes regroupés juste en dessous du restaurant de l'hôtel du Watergate. Nous nous sommes concertés sur ce qu'il fallait faire et nous avons convenu que le serrurier, avec, je crois, 1 ou 2 des hommes, y retournerait pour essayer de crocheter la serrure et que... Pourquoi? Pourquoi avoir pris cette décision alors que vous saviez que quelqu'un avait détecté votre intrusion? Je dois ajouter que nous avions décidé que le serrurier y retournerait et commencerait à travailler de façon à ne pas perdre plus de temps. Et que les autres, Barker et un autre, je crois, retourneraient à la chambre de M. Hunt pour examiner la situation avec M. Hunt et M. Liddy, pour avoir leur avis sur ce que nous devions faire. Devions-nous continuer et essayer de crocheter la serrure ou devions-nous abandonner l'opération? Et moi, je devais retourner au motel et attendre les instructions. Nous avions très bien mesuré le risque couru en les renvoyant crocheter la serrure, mais d'un autre côté, plus le temps passait et moins il y avait de monde dans le Watergate, et plus les hommes risquaient de se faire remarquer. Du coup, retarder encore l'opération comportait aussi des risques. Nous avons donc décidé de faire les deux d'une certaine façon, de poursuivre l'opération et de remonter en discuter avec Hunt et Liddy pour connaître la suite qu'ils voulaient donner à tout ça. Au final, qui a tranché et décidé si vous y retourniez? Vous dites que c'était risqué de retarder l'opération. Vous voulez dire la repousser d'1 heure ou 2, d'un jour ou d'une semaine? C'était risqué d'attendre plus longtemps cette nuit-là, par exemple. Pourquoi ne pas abandonner et revenir 2 ou 3 jours plus tard? Eh bien... Avec le recul, j'imagine que cela semble être une très bonne idée, n'est-ce pas? Effectivement. Nous avons pris cette décision tout d'abord parce que, comme je l'ai dit, tout délai supplémentaire aurait rendu le groupe de 5 hommes nettement plus suspect cette nuit-là. Tout délai supplémentaire aurait rendu ces 5 hommes plus visibles autour de l'hôtel et autour de l'immeuble de bureau du Watergate. Du coup, plutôt que de perdre du temps, nous avons décidé de faire les deux. D'envoyer le serrurier pour qu'il commence à travailler et d'envoyer les autres hommes discuter avec Liddy et Hunt pour voir s'ils voulaient poursuivre l'opération ou pas.
Le jour suivant, le sénateur Inouye montre qu'il a du mal à croire à la candeur de McCord quand il dit qu'il ignorait que le cambriolage du Watergate était illégal. Pourquoi est-ce qu'un homme comme vous, qui a si bien servi son pays, colonel de l'armée de l'air, récompensé pour la qualité de ses services au FBI et à la CIA, décide de commettre ces crimes? La seule chose à vous reprocher jusqu'alors, c'était une infraction au code de la route. Monsieur, je peux me répéter et réexpliquer le cheminement qui m'a poussé à me joindre à cette opération. Cheminement qui impliquait de nombreuses discussions, qui impliquait la Maison-Blanche elle-même, le conseiller juridique du président, qui impliquait le conseiller juridique du comité pour la réélection du président et le ministre de la Justice des États-Unis lui-même. J'ai conscience que ces actes sont illégaux, qu'ils sont illégaux dans des circonstances normales. Mais je sais aussi que ce monsieur avait l'autorité et le pouvoir de les rendre légaux, en les approuvant oralement, et dans ce cas précis, j'étais convaincu de son approbation. Vous saviez que le ministre de la Justice allait bientôt devenir le président du comité pour la réélection du président, n'est-ce pas? J'en étais conscient, mais je savais aussi qu'il avait donné son approbation alors qu'il était encore ministre de la Justice, que l'affaire avait été envisagée alors qu'il était encore en fonction, conjointement avec le conseiller juridique du président des États-Unis et par lui-même en tant que ministre. Pourquoi alors commettre ces actes? Vous savez très bien ce qui tient de la sécurité nationale ou pas. Est-ce que les syndicats du crime étaient impliqués? Je peux expliquer mes raisons et mes motivations, si c'est ce que vous souhaitez, monsieur. Comme je l'ai déjà fait dans mon témoignage, à propos de... Je pense que c'est très important, parce que je voudrais pouvoir comprendre ce changement soudain. Quel changement, monsieur? Sur votre souci de justice et de légalité, parce que je n'arrive pas à croire que vous n'aviez pas alors conscience de l'illégalité de vos actes et de leur caractère politique. Monsieur, j'ai reconnu que ces actes étaient une erreur de ma part, une erreur que j'ai commise. Je l'ai reconnu dans ma déclaration préalable, et je le reconnais de nouveau. Mais la motivation... Aviez-vous conscience, au moment où vous étiez au 6e étage du Watergate, que ce que vous faisiez était illégal? Oui, bien sûr. La nomination de M. Mitchell à la tête du comité avait fait la une de tous les journaux des États-Unis, n'est-ce pas? Oui. Donc, vous saviez que ces activités pouvaient être de nature politique. Ça pouvait être le cas. Et une partie des raisons avancées pour justifier l'opération était politique, c'est indéniable. Et comme je l'ai dit précédemment, j'étais aussi convaincu que... Non, je savais qu'arrivaient sur son bureau des dossiers dont je n'avais aucune connaissance. Je me sentais particulièrement concerné par la violence dans les manifestations, spécialement par des actes de violence que l'on avait déjà subis ou qui étaient déjà planifiés pour le Congrès national du Parti républicain à Miami. Nous avions eu de nombreux rapports à ce propos lors du Congrès de San Diego, qui avait rassemblé près de 250 000 personnes. Je savais aussi que le ministre de la Justice avait un large accès à des informations auxquelles je n'avais moi-même pas accès, auxquelles M. Liddy n'avait pas accès, et qui relevaient des liens entre certains de ces manifestants et des membres du QG de campagne du Parti démocrate ou avec le bureau de McGovern. D'ailleurs, un des groupes inculpés à Tallahassee, en Floride, avait un bureau au sein du Parti démocrate. Pensiez-vous que des démocrates comme O'Brien, M. McGovern ou M. Muskie étaient impliqués dans ces attentats? Non, monsieur. Est-ce que ces trois hommes représentaient une menace pour la sécurité nationale? Monsieur, je peux répéter ce que j'ai déjà déclaré à la Commission
à propos des actes de violence qui avaient déjà eu lieu, comme les attentats dans plusieurs États, comme la violence dans les manifestations, comme les menaces d'attentats sur le comité pour la réélection du président, comme les actes de violence dans le bâtiment, comme les menaces de mort contre monsieur et madame Mitchell. J'ai déjà donné de nombreux détails à propos des actes de violence fomentés à l'encontre du Parti républicain, dont certains ont été signalés dès décembre 1971, visant le comité pour la réélection du président. Plusieurs rapports signalaient que les bureaux de McGovern et le siège du Parti démocrate comptaient des membres qui travaillaient étroitement avec des groupes terroristes. Et je crois avoir déjà expliqué dans mon témoignage que les écoutes avaient pour objectif d'intercepter des appels et des conversations de coordination entre ces groupes et les employés du QG de campagne du Parti démocrate. Bien sûr, ce n'était pas le seul objectif des écoutes. J'avais très bien compris qu'il s'agissait en partie d'espionnage politique, d'espionner le siège du comité national du Parti démocrate et des bureaux de McGovern pour le compte du comité pour la réélection du président et de la Maison-Blanche. C'était effectivement un des facteurs. Espérez-vous que la Commission va croire qu'au moment où vous avez décidé de prendre part à ces activités illégales, vous pensiez que des gens comme McGovern, Muskie et O'Brien étaient impliqués dans ce complot national d'incitation à la violence et d'attentats ? Non, monsieur. Ce n'est pas ce que je dis, ni ce que je souhaite faire croire à la Commission. Je voulais juste expliquer quelles étaient mes raisons et mes motivations à l'époque. Messieurs, je crois que mon temps est expiré. James McCord, agent exemplaire, ne travaillera jamais plus pour la CIA. Les témoins du prochain épisode donnent à leur tour leur vision de la nuit du 17 juin. Le sergent Leeper ne s'attendait pas, en pénétrant dans l'immeuble du Watergate, à tomber nez à nez avec des cambrioleurs aussi malhabiles. Howard Hunt a quant à lui organisé matériellement l'opération, mais cet ancien agent de la CIA comprend mal son inculpation dans une affaire certes clandestine, mais où il n'a fait qu'obéir aux ordres donnés en haut lieu. Je veux insister sur le fait que je considérais l'opération du Watergate comme un devoir envers mon pays. Son témoignage précis et amer déstabilise ses supérieurs, tous des hommes très proches de Nixon, et plus particulièrement les membres du comité de réélection du président.